Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. ACNT, Conseil national de transition, est une entité légale de droit international. Il peut être proclamé pour représenter le peuple dès lors que le gouvernement en place est hors la loi, ce qui est le cas en France. Nous sommes le Conseil national de transition. Nous vous souhaitons la bienvenue dans La France libre. Bonsoir Serge, bonsoir Bruno et bonsoir Jean-Pierre, ministresse. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Et à tous les spectateurs. Bonsoir à nos auditeurs également. Alors, nous allons commencer avec de l'actualité, avec Serge. Oui, alors moi, j'ai pas grand-chose comme actualité, mais j'en ai une qui est bien épineuse. Il s'agit d'un médecin qui s'appelle le docteur Denis Agré, qui a le courage de démissionner de sa fonction de médecin, qu'il l'écrit au Conseil de l'Ordre et au gouvernement. Il a fait une vidéo pour ça. Elle a le mérite de remuer un petit peu la poussière que l'on met sous le tapis, et j'aimerais vous la faire partager. Très bien. Eh bien, on va regarder ça en images. Merci Serge. Bonjour. Docteur Denis Agré, numéro RPPS 1032 58 406, Montpellier, le 26 septembre 2021. Allocution publique et courrier en recommandé accusé de réception. Ce message s'adresse à Monsieur Claude Jandel, professeur universitaire gériatre au CHU de Montpellier, et conseiller médical de la Fondation Partage et Vie. Monsieur Dominique Monneron, directeur de la Fondation Partage et Vie. Monsieur Philippe Catala, président du conseil départemental de l'Hérault. Monsieur Jean-Luc Legal, président du conseil départemental du Var. Monsieur Sautier et monsieur Ricordo, directeur de l'ARS Occitanie. Monsieur Bouet, président du conseil national de l'Ordre des médecins. Madame F. Parier, directrice du Centre national de gestion des péages. Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé. Et monsieur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Ce que je vous ai exposé depuis décembre 2020 relève d'une expertise médicale, d'un diagnostic médical populationnel, fruit de mes compétences et diplômes en santé publique, en médecine générale et en médecine d'urgence. Mon diagnostic repose sur des données factuelles publiques de la Fondation Partage et Vie et des sites publics de l'INSEE, de Santé publique France et de l'Agence nationale de sécurité du médicament. En médecine, il y a des diagnostics différentiels, histoire de ne pas s'égarer dans une seule direction et se tromper de diagnostic. Il faut savoir se questionner et reconnaître ses erreurs. La médecine et la vie me l'ont appris, vous semblez l'avoir oublié. J'ai été classé 3e en première année de médecine à Montpellier et 1000e sur 5000 à l'internat, soit 20e sur 100. Je ne suis pas plus bête que vous. Mon CV est disponible sur le site adoptapolitiquesanitaire.fr. Pour mémoire, Monsieur Jandel, vous avez été mon président de thèse en 2006 et c'est vous qui m'avez recruté en septembre 2018 à la Fondation Partage et Vie. Avec le concours de Dominique Monneron et NARC, vous m'avez licencié en janvier 2021 parce que vous n'avez pas voulu rendre public mon analyse des chiffres de mortalité de 83 EHPAD et 10 000 résidents de la Fondation d'intérêt public. Ceci constitue une dissimulation de preuves. J'ai prévenu Monsieur le Président de la République dès janvier 2021 par courrier.
puis Jérôme Salomon et par son biais M. Véran, les 577 députés, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault et lundi dernier l'ARS Occitanie par micro devant une porte fermée. La seule députée et médecin à avoir défendu de manière honnête, intègre et courageuse les valeurs de la médecine s'appelle Martine Vonner. Nous avons manifesté ensemble. L'article de Midi Libre du 23 septembre constitue bien le fait que vous avez accusé réception de mon message devant l'ARS. Le lundi 20 septembre, vous informant des conséquences gravissimes de ces vaccins. Encore dans le rapport détaillé de Pfizer, de l'ANSM de ce samedi 25 septembre et sur mes tweets, le constat est éloquent. Chez les 19-24 ans, 196 cas graves au 1er juillet pour 520 cas graves au 26 août, soit une augmentation de plus de 165% en 2 mois. Chez les 16-18 ans, 24 cas graves au 1er juillet pour 135 cas graves au 26 août, soit une augmentation de 462% en 2 mois seulement. Et nous ne disposons pas encore des données du mois de septembre. Compte tenu du contexte politique qui dirige l'action de la santé depuis plus de 18 mois, empêche la liberté de prescrire des médecins, met en cause la liberté de ne pas être vacciné et d'exercer simplement une médecine qui consiste à responsabiliser les patients et promouvoir la vraie prévention, la vraie santé publique une politique qui empêche la liberté d'expression, je vous présente de manière solennelle et publique ma démission du Conseil national de l'Ordre des médecins, ma démission de mon statut de praticien hospitalier, praticien des hôpitaux en disponibilité. Les images fortes du docteur Denis Agré de Montpellier que nous venons de voir à l'instant. Merci Serge de nous avoir fait partager ces images. Oui, merci Serge, parce que en plus, nous savons par des adhérents nouveaux du CNT qui sont dans la médecine, nous savons que maintenant un certain nombre de médecins ont commencé à se grouper en créant un nouveau syndicat de médecins libres, justement qui permet à tous ces médecins de contester toutes ces mesures et de pouvoir enfin avoir une parole médicale en toute liberté et de respecter le serment d'Hippocrate et pas le serment d'hypocrite. Alors, je vais vous lire maintenant quelque chose d'intéressant aussi dans l'actualité qui vient directement du président du Conseil régional de Guyane, Monsieur le Président Gabriel Serville, qui lui ne mâche pas non plus ses mots par rapport au gouvernement. Alors, je vais vous lire quelques extraits de son discours, vous allez voir. « Je suis désolé, lorsque je visite des services de réanimation, les personnels me disent être en grande souffrance parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils me disent que des patients ont pu décéder parce qu'ils n'ont pas reçu des soins à la hauteur faute de personnel. D'ailleurs, la direction générale de l'ARS nous avait promis en août 2020 le recrutement de 249 personnels médicaux et paramédicaux en renfort. Aujourd'hui, nous sommes à peine 40. Enfin, la solution passe par que chaque citoyen fasse preuve d'empathie envers l'autre. Je sens bien de part et d'autre une envie d'en découdre. Chacun dans son fort intérieur considère qu'il a raison à lui tout seul. Comme disait Edgar Faure, avoir toujours raison est un grand tort, c'est un grand puzzle, chacun doit mettre sa pièce. Je reconnais que le combat n'est pas facile, mais on n'a pas encore perdu, il ne faut désespérer de rien. Bien qu'il ait de notoriété publique que la caste politique, le système électif n'est plus en adéquation avec les attentes de véritables citoyens, que cette infâme machinerie est une industrie de la corruption tous azimuts, il est équitable et salutaire que d'honorer la probité et le courage là où ils se trouvent. Merci à ces hommes et femmes de se lever contre la folie sanitaire actuelle, dont les mesures et autres protocoles n'ont d'effet que pour supprimer nos libertés les plus fondamentales et précipiter à la faillite nos entrepreneurs indépendants. Ceci à coup de couvre-feu, confinement et autres motifs impérieux pour se déplacer à l'intérieur même du territoire. Tout ceci n'a rien de sanitaire. L'avenir de notre Guyane et le salut de nos enfants n'ont pas de prix, ne sont pas négociables. Force et honneur à vous et à tous les Guyanais et Guyanaises. Précision pour le lectorat, je suis apolitique, je n'appartiens à aucun parti politique, aucun mouvement, aucune association, aucun syndicat et à aucune organisation occulte. Je pense que ce que je viens de lire se passe de commentaires. Si tout le monde pouvait faire la même chose, ça serait très bien au niveau des politiciens. On peut faire un commentaire quand même, si tu permets. Je vais en faire un. Cet homme-là a beaucoup de courage. Mais quand il dit qu'il n'appartient à rien, on s'en doute un peu. Parce que s'il avait appartenu à un parti politique, par exemple, il n'aurait jamais eu le droit de parler comme il l'a fait. Donc, félicitations à lui.
Et puis mépris à tous les autres qui sont des carpettes et des larves. Voilà. Comment ça? Tu veux dire, Serge, qu'en politique, la parole n'est pas libre? Oh, je pense, mais peut-être que je rêve, hein, ou alors c'est un cauchemar. Serait-ce une illusion ou alors carrément un cauchemar? Très bien, on va continuer encore avec quelques images d'actualité. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La péripétie qui est arrivée à l'entrée du bureau de poste, moi je suis extrêmement simple et j'aurai toujours la même attitude. Quand il y a des femmes et des hommes qui manifestent, je veux au contact. Je désapprouve et je condamne profondément ces comportements, mais ils n'ont aucun impact sur moi. Allez au contact des gens, allez au contact de celles et ceux avec qui vous partagez des désaccords, c'est ça le vrai respect. Les écouter, leur parler, parfois leur dire des choses qui ne leur plaisent pas, c'est ça le vrai respect. Avoir des phrases qui peuvent être sorties de leur contexte et dénaturées, comme ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est désagréable, mais ça ne doit pas empêcher de le faire. Je continuerai à le faire. Mais ce que j'ai vu ce matin, c'est pas du respect. Ce que j'ai vu ce matin, ce sont des comportements inacceptables. Et comme le député Razi Hammadi vient de le dire, ce n'étaient d'ailleurs pas des syndicalistes et pas des Montreuillois. Donc ce sont des agitateurs professionnels, et bien qu'ils continuent à agir. Un surveillant-chef de la République qui adore aller au contact et qui ne regrette rien. D'ailleurs, il a dit « venez me chercher ». Donc je pense qu'il nous attend. Ouais, il a à peu près autant d'émotionnel qu'une lessiveuse. Encore des images d'actualité, cette fois-ci on va se projeter sur une chaîne mainstream. Zemmour, il a une fonction particulière dans ce moment, il sert de diversion. Parce que en faisant ça... Auprès de qui? Auprès des électeurs. Non, je veux dire, la diversion est organisée par qui, pardon? Par lui. Lui essaye de faire, lui fait une diversion. Donc il martèle des trucs qui par ailleurs sont faux. Hein. Je veux dire, quand on vérifie ces chiffres, c'est des chiffres qui sont exubérants, qui veulent rien dire, qui n'ont pas de sens et qui ne prennent pas en compte l'intégralité du réel. Mais il sert de diversion parce qu'il nomme pas l'ennemi. Je veux dire, l'ennemi au pouvoir, c'est pas un maghrébin, c'est pas je ne sais quoi, c'est pas un immigré, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui prend des décisions depuis 5 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas arrivé dans un bateau il y a 5 ans. Non, mais il est arrivé par le vote. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un responsable politique. Qui c'est qui n'augmente pas le SMIC? Qui c'est qui, quand il y a des manifestations, envoie des flashballs dans la tête des gens, qui ne respectent pas les droits démocratiques? Justement, c'est Emmanuel Macron, c'est pas des immigrés, c'est pas un problème de civilisation. C'est un problème de fond. Là, les Français, ils sont en train de subir une augmentation des prix du gaz, une augmentation des prix de l'essence, une augmentation des prix de l'électricité. Qu'est-ce que fait ce pouvoir pour répondre à cette question qu'est-ce que je peux avoir dans mon assiette à la fin du mois? Qu'est-ce que je donne à manger à mes gosses? Il y a 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire. Est-ce que l'urgence, c'est d'aller s'inventer des chimères sur les musulmans de notre pays qui vivent, pour l'immense majorité d'entre eux, dans le calme et la tranquillité? Je suis désolé. Si vous voulez la guerre civile, c'est comme ça que vous allez l'avoir. C'est vous qui êtes en train de créer la guerre civile. C'est vous qui ciblez sans arrêt des gens en inventant des ennemis. La plupart des gens des ennemis, donc c'est pas nous qui inventons les ennemis. C'est vous qui La plupart des gens dans notre pays demandent une chose, vivre tranquillement avec de quoi manger. Point. Voilà. Est-ce que c'est nous qui tuons les musulmans? L'actualité en images que nous venons de voir à l'instant, peut-être allez-vous vouloir réagir? On dirait une basse-cour. Exactement. Mais après, ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont de moins en moins d'audience, tous ces gens-là. Non, puis le problème actuellement avec ces élections présidentielles, c'est qu'on retourne à la case départ, c'est-à-dire que on va avoir toute une série de personnes qui ne pensent qu'à leur ego et qui ne pensent qu'à rester dans le système républicain pour arriver au sommet et profiter de tous les avantages et de tous les privilèges. Et tout ce qui est dit dans leur programme, il y a des choses qui sont très bien. D'un côté, on parle de référendum d'initiative populaire. D'un autre côté, on parle de protéger les frontières, de protéger la souveraineté de la France. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas tous ensemble. C'est pas tout ensemble, c'est tout séparé et chacun de son côté et chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Donc, nous, au CNT, on va beaucoup plus loin. Déjà, on n'est pas un parti politique et puis d'un autre côté, nous, ce qu'on cherche, c'est que le peuple ait réellement le pouvoir. Chose qu'il n'a jamais eu depuis la Révolution française, qui n'a été que finalement un changement de pouvoir entre la noblesse et la bourgeoisie. Voilà ce que je voulais dire en réponse à ça. Maintenant, peut-être que Jean-Pierre ou Sylvain ou oui, j'aurais quelque chose à dire à ce sujet. Merci de m'entendre. C'est la différence entre l'idéal et l'idolâtrie. Nous sommes dans un monde idolâtre, où alors soit on a des idoles inversées, c'est-à-dire quelqu'un qu'on exècre
et sur lequel on met tous les défauts du monde, tous les malheurs du monde, soit quelqu'un qu'on adule et pour lequel on met toutes les gloires du monde. Alors ça, c'est de l'idolâtrie, et c'est très vieux. Et par contre, l'idéal se compose de deux sonorités. L'idée et al, qui est un terme arabe qui signifie qui va au-delà, qui transcende. Et nous, au CNT, nous avons une idée et nous mettons notre idéal au profit du bien commun. Voilà, c'est la différence, c'est que c'est pas notre personne qui compte, notre personne, elle existe et nous faisons avec, mais c'est l'idéal que nous portons tous ensemble. Merci d'avoir entendu cette petite réflexion. Merci à toi Jean-Pierre, on va passer au sujet du jour. Attends, je voudrais dire une chose par rapport à ce qu'a dit Bruno au sujet des mots. Ils ont quelquefois de bons mots. Oui, effectivement, ils ont quelquefois la bonne parole. Mais c'est simplement un appât. Voilà, c'est un appât. Il ne faut pas oublier qu'il s'adresse à un peuple. Donc le peuple, il a besoin d'entendre des choses qui vont vraiment dans son sens. Sinon, on ne peut pas le dominer. Voilà, donc je pense que leurs belles paroles, en fait, ce ne sont que des appâts. Oui, et je voulais rajouter encore une chose à ce que tu dis, c'est que le peuple français croit toujours et encore à un homme providentiel. Il pense toujours à un homme providentiel, hein, comme les religieux qui attendent l'arrivée du Messie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous dire avec un peu d'humour, le seul Messie qui est arrivé, c'est celui qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Après, effectivement, tu as raison, Bruno. En ce moment, la tendance dans les médias, c'est entendre ça, l'arrivée d'un homme providentiel. Alors, ce reste pas lui, ou peut-être un tel, pour ne pas le nommer. Ils en ont prévu un, c'est pour ça. Ils préparent le terrain. Il y en a un pour monter sur le trône. Voilà, celui qui va se présenter face à Macron la prochaine fois. Ils l'ont déjà choisi, t'inquiète pas. Et puis, je vais même te dire, il est déjà élu. Ouais. Oui, qui triche partout, c'est pas un problème. Hein. Il sera élu. Ou elle sera élue, peu importe. Allez, on est parti pour le sujet du jour. Merci, messieurs. Le lundi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. L'intelligence collective représente la capacité intellectuelle d'une communauté d'individus qui est issue des interactions entre ses membres. Permettant d'effectuer des tâches complexes grâce aux synergies réalisées, l'intelligence collective suppose, pour la communauté, le partage de l'information, le respect de règles communes, de nombreuses relations sociales et un bénéfice à collaborer pour chacun des membres. Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Ce proverbe chinois résume bien ce qu'est l'intelligence collective. C'est en faisant davantage ensemble, en partageant ses connaissances et ses compétences avec les autres, que l'on atteint un but commun. Comment exploiter alors cette fameuse intelligence collective? Quand les hommes travaillent ensemble, les montagnes se transforment en or. Comment exploiter l'intelligence collective? Le sujet de ce lundi soir. Alors merci Sylvain, je vais prendre la parole tout de suite. Après on pourra débattre tous ensemble. L'intelligence collective, c'est quelque chose qui a existé au tout début de l'humanité, parce qu'en fait, au début, on avait des petites tribus qui n'avaient pas forcément de chef, et qui travaillaient, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, en intelligence collective pour pouvoir survivre. Et c'est comme ça que le feu a été inventé. Et puis on sait aussi que le feu a été inventé, a été découvert un peu partout sur la planète en même temps. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Quand quelque chose est découvert quelque part, il n'est pas rare de voir que c'est découvert ailleurs aussi, entre des gens qui se connaissent pas. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome du centième singe, dont on parle souvent par rapport à ce que des singes ont commencé à faire tous ensemble un jour, à partir du moment où on est arrivé à un certain nombre de personnes, un certain nombre d'individus. Je dis de personnes parce que les animaux sont aussi des personnes d'ailleurs. Soit dit en passant, mais à partir du moment où quelques singes se sont mis à faire quelque chose, on s'est aperçu que d'autres singes ailleurs, finalement sans se connaître, ont eu la même idée et ont développé le même outil. Donc en fait, ça a existé déjà, l'intelligence collective. Et puis, au fur et à mesure que la civilisation s'est développée, on a eu des gens qui étaient plus malins peut-être que les autres, surtout plus, je dirais, plus autoritaires et plus psychopathes, qui se sont mis à devenir des chefs, à prendre le pouvoir et à faire croire à leur peuple que en fait il y avait que eux qui étaient intelligents en fait, et que c'était eux qui dominaient et qu'à partir de là il fallait suivre, que ça soit des politiciens ou des chefs religieux, les religions étant au départ quelque chose de positif, mais après ayant été détournées pour l'intérêt simplement de quelques-uns pour avoir des positions sectaires.
Et actuellement, notamment à Internet et grâce aux nouveaux moyens de communication, on assiste à un retour de l'intelligence collective. Parce qu'on a maintenant les moyens pour toute la population de s'informer plus et donc le peuple ne supporte plus ou de moins en moins d'être gouverné, entre guillemets, par des personnes qui se prétendent capables effectivement de gouverner alors que ce n'est pas le cas du tout. Ce qu'on peut constater dans beaucoup de pays, dont la France. Donc en fait, il faut voir une chose au niveau de cette intelligence collective, c'est que chaque individu n'a pas toutes les capacités. Donc on a tous des capacités, on a tous des dons, on a tous des domaines dans lesquels on est meilleur que d'autres. Et donc une des lois du succès, c'est de savoir s'entourer des gens qui ont les compétences que nous, on n'a pas. À partir de là, on forme un groupe qui a beaucoup plus de puissance qu'une personne seule. On le voit dans le sport, par exemple, avec les équipes de football, mais c'est aussi le cas dans le domaine de la politique. Et le gros problème qu'on a actuellement avec le système républicain, c'est qu'on a un système pyramidal avec une seule personne au sommet qui décide. Et cette personne qui décide, toute intelligente qu'elle puisse être, n'arrivera jamais à pouvoir gouverner toute seule un pays, même avec des méthodes dictatoriales. On sait dans l'histoire que tous les dictateurs ont fini par tomber et que finalement ils ont beaucoup plus nui et détruit leur pays qu'aider leur peuple à progresser. Donc en fait, il faut bien comprendre que quand on voit par exemple ce qui se passe au niveau des élections, on en parlait tout à l'heure, on n'aura toujours qu'une seule personne qui sera élue par le peuple, et à partir de là, le peuple n'a plus droit à la parole pendant 5 ans ou 7 ans. Et quelles que soient les mesures qui sont prises, le peuple est obligé de suivre et d'obéir, et on fait croire à cette population par des médias déformés, par des informations, par de la propagande, que ces gens du peuple ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes, alors que c'est totalement faux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu quand même dans l'histoire. On a vu quand même des cas où des gens se sont réunis pour réaliser ensemble un projet, et comme par hasard, ces projets se sont réalisés souvent beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, parce que l'intelligence collective, c'est un groupe de personnes qui mettent en commun leur conscience, qui mettent en commun leur cerveau, comme un groupe d'ordinateurs finalement qui seraient réunis. On arrive à un résultat qui est énorme. 2 personnes qui se réunissent pour travailler sur quelque chose, c'est comme s'ils étaient 4. 3 personnes, c'est comme s'ils étaient 9. Donc ça se développe avec le carré du nombre de personnes, peut-être même plus. Parce que si en plus ces gens-là sont réunis avec une bonne conscience, avec une bienveillance et une confiance entre eux, à partir de là, il y a une harmonie qui se crée, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais c'est très important. Donc en fait, au CNT, on fait un petit peu ce qui s'est fait, on le fait au niveau de l'image et de l'imagination qu'on a pour changer de système au niveau de la nation tout entière. On fait ce qui s'est fait dans l'histoire, notamment dans le niveau scientifique, avec des gens comme Edison. Edison s'est réuni avec un certain nombre de personnes, et ils ont travaillé fortement sur tout un tas de sujets, et il en est sorti je crois plus de 2000 brevets, dont la lampe électrique, dont le phonographe, etc. Enfin, beaucoup d'inventions qu'on utilise encore actuellement aujourd'hui et qui ont changé le monde. On a un autre exemple dans le domaine militaire, c'est le projet Manhattan aux États-Unis. Le fait de pouvoir créer la bombe atomique avant qu'Hitler puisse l'avoir lui-même. Et en un an et demi à peine, un nombre immense de scientifiques s'est réuni avec tous les moyens possibles. Il s'est créé un cerveau collectif et ils ont réussi à créer la bombe atomique. Bon, ça c'est un outil qui est négatif dans ce cas-là, qui n'est pas positif. C'est une bombe, c'est militaire, mais ça montre que quand on a un projet, quel que soit ce projet, si on se réunit pour le réaliser, on arrive à quelque chose. C'est comme le fait d'avoir envoyé Neil Armstrong marcher sur la Lune en moins de 8 ans, comme Kennedy l'avait annoncé. Eh bien, les États-Unis ont été capables d'envoyer un homme sur la Lune. Alors qu'au début, il fallait tout créer à partir de zéro. Donc ça montre qu'un cerveau collectif, c'est très puissant. Et nous, au CNT, on en a la preuve et on l'a vécu, parce qu'on a
non pas un chef, non pas un gourou, on a un groupe de personnes, au départ qui s'est intitulé une commission nationale, qui est devenue un comité d'installation. Actuellement, il y a 17 personnes. Il y en avait au départ 10, 12, 13. Et puis, au fur et à mesure que des gens actifs du CNT ont des projets, des choses importantes à créer, ils viennent automatiquement s'intégrer. Donc, c'est pas comme un parti politique où vous avez un chef et puis en dehors du chef, il faut suivre. Là, c'est tout à fait différent. En plus de ça, on a travaillé pendant des mois sur des commissions populaires où des gens du CNT se sont réunis, à la fois des gens qui ont des compétences importantes, comme des médecins, des scientifiques, des savants, des soignants, des professeurs, des éducateurs, etc. Et puis de l'autre côté, des membres du CNT, mais qui sont simplement des gens du peuple qui n'ont aucun diplôme. Eh bien, la réunion des deux a donné des résultats extraordinaires. Il y a plus de 1000 pages de comptes rendus, de dossiers qui ont été faits, et on a un projet de gouvernance pour gouverner un pays comme la France qui tient la route. C'est quelque chose de très sérieux, de complet, et qui permet vraiment de redonner le pouvoir au peuple. Et ça, on va l'extrapoler d'une manière définitive auprès de la population française entière. Quand le CNT sera installé, on va changer complètement de système et c'est le peuple qui va décider. Il y aura une période de transition de 2 ans, mais pendant cette période de transition, c'est le peuple qui décidera. Et à la fin de cette période de transition, il y aura un référendum et c'est le peuple entier qui décidera du système dans lequel il veut vivre. Donc, c'est pour vous résumer un petit peu la force et l'importance que cette notion d'intelligence collective peut avoir, et que chaque individu est important, chaque individu compte, parce qu'on n'est pas pour le collectivisme, on n'est pas pour le communisme. Chaque individu compte, mais chaque individu peut individuellement travailler avec d'autres personnes pour créer un projet commun. Voilà ce que je voulais dire très rapidement avant de vous passer la parole à tous. Moi, si je peux me permettre, je voudrais donner sur l'intelligence collective, avant d'en parler, un point de vue de psychologue. Mais pour ça, je vais mettre en opposition ou en complémentarité les deux formes d'intelligence dont on parle. C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que l'intelligence? Alors, l'intelligence, c'est un ensemble de processus qui permet de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Ça, c'est l'intelligence. Elle a été décrite comme une faculté de s'adapter à l'environnement ou de modifier l'environnement pour qu'il s'adapte à nos propres besoins. Voilà. Elle peut être également, une capacité à comprendre les informations et à les interpréter pour atteindre des objectifs. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence collective, elle est la mobilisation optimale de la compétence ou des compétences individuelles à des effets de synergie pour poursuivre un objectif commun. Voilà. Le concept d'intelligence collective constitue un facteur important d'efficacité dans les groupes de travail. Ça donne plus d'efficacité et ça permet d'avoir des résultats plus importants. Voilà. Alors, l'intelligence individuelle, c'est une préoccupation constante de la psychologie. Alors que le collectif, au niveau du collectif, il s'agit d'une intelligence organisationnelle. C'est un peu différent. L'intelligence collective est différente de la somme des intelligences individuelles qui la composent. Alors, pour finir, parler d'intelligence collective repose sur deux postulats. Le premier postulat, c'est qu'il faut concevoir que chaque être humain est doté d'une intelligence individuelle. Ça, c'est le premier postulat. Et le second, l'intelligence collective est censée, on va dire, dépasser, en les intégrant, les intelligences individuelles qui la composent et les savoirs spécialisés. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Du point de vue de la psychologie, la différence que l'on fait entre l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. J'ajoute maintenant que, par exemple, puisque je fais partie du CNT et que je travaille beaucoup en synergie avec tout le monde,
que dans le CNT, elle se dote on va dire, d'une vertu particulière, puisque l'intelligence collective a comme, on va dire, vision de défendre le bien commun dans la bienveillance. Ça, c'est quand même un objectif particulier. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'avais un autre mot, mais qui ne m'est pas venu. Il me viendra peut-être tout à l'heure. Comme c'est découvert. C'est ce que ne comprennent pas ceux qui sont au pouvoir et qui prétendent nous gouverner 67 millions de Français, comme l'a dit un jour Jean-Pierre ici présent. Merci. J'aimerais dire intelligence, ça vient d'un latin, intel ligere, qui relie les choses entre elles et les êtres entre eux. Alors ça, c'est de la vraie intelligence. On peut faire un rassemblement de malfaiteurs, mais c'est pas de l'intelligence, parce que la vraie intelligence, c'est de relier les êtres entre eux et à l'univers qui les accueille. Et puis, collective. Alors, c'est collecter, l'intelligence collective, c'est d'arriver à collecter toutes les parties d'intelligence qui sont contenues dans une population. À ce sujet, nous en arrivons à la démosophie, la sagesse du peuple. Pour ma part, je veux bien être gouverné par la sagesse, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, mais à titre individuel, être gouverné par la sagesse me plaît. Et la sagesse d'un groupe, elle est probablement supérieure à la sagesse d'un individu du moment que ce groupe s'harmonise pour le bien commun. Et donc faire émerger cette sagesse qui est dans la vie, parce que la vie est non seulement intelligente, elle pourvoit à elle-même, même une plante est intelligente, elle sait se nourrir, elle sait aller vers le soleil, elle sait faire plein de choses, elle sait vivre et survivre. Et nous avons tous survécu à des milliers de problèmes. Donc nous avons l'intelligence en nous, la question c'est de la faire émerger. À ce sujet, les commissions ont été inventées et elles fonctionnent pour majoritairement une raison. Il y a 3 critères pour faire fonctionner ces commissions. Premier critère, être volontaire pour œuvrer pour le bien commun. Alors déjà, tous les gens qui ont de l'intelligence, certes, mais qui ont d'autres soucis à régler pour le moment, vont donc pouvoir régler leurs soucis et laisser des gens qui ont le bien commun comme objectif. Réfléchir à la situation. Premier critère. Deuxième critère, l'exemption de conflits d'intérêts. Donc, forcément, les gens vont mettre toute leur bonne volonté au bien commun. Et troisième critère, le fonctionnement de la commission qui se compose de 3 parties en tant que qualitativement un tiers de sachants, un tiers de sages, à savoir des gens qui ont su tirer profit de la vie et des expériences de la vie et qui comprennent les dangers ou les avantages d'une situation ou comment s'harmoniser ensemble quand on est en groupe, etc. Et puis des gens qui n'ont pas d'idées précises sur le sujet, mais qui vont amener forcément leur intelligence. Et en troisième critère, il y a la bonne volonté d'œuvrer ensemble, qui est une chose extraordinaire que j'ai vécue dans les commissions, même et surtout si on est différent, si on a des pensées différentes et des avis différents, la bonne volonté d'œuvrer ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le rassemblement de la sagesse populaire. Voilà, j'en ai fini pour le moment. Je reviendrai tout à l'heure sur la loi mathématique qui permet justement aux commissions de fonctionner avec une précision phénoménale. On pourrait dire que l'intelligence collective est quelque part l'arme de la transition. Et oui, parce qu'en fait, le CNT n'a pas d'armes. Le CNT n'est pas là pour faire un coup d'État. Le CNT n'est pas là pour créer une guerre civile ou faire une insurrection armée qui va tout détruire sur son passage. Le but du CNT, c'est d'éviter les erreurs qui ont été faites dans l'histoire, dans le passé, mais c'est de permettre donc une évolution et pas une révolution, c'est-à-dire une évolution pacifique qui permet de changer complètement le système, d'éliminer toute la corruption, d'éliminer tout le sectarisme, d'éliminer donc tous les gens qui nous semblent ou croient vouloir nous gouverner, tous ces politiciens, toute cette oligarchie. Quand je dis éliminer, c'est pas les éliminer physiquement, c'est qu'ils arrêtent
arrête de nuire, simplement, et qu'il soit jugé en conséquence. Par contre, notre arme, c'est justement l'information et le fait d'informer la population et d'informer aussi ce qu'on appelle encore les forces de l'ordre, mais qui devraient toujours et qui auraient toujours dû être des gardiens de la paix, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie et la police, qui doivent donc protéger le peuple contre des excès de toutes sortes commis par l'oligarchie qui est au pouvoir, et notamment les lois liberticides qui sont totalement contraires à la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Et ça, c'est très important que tout le monde le comprenne, parce que le CNT est un mouvement non politique, non sectaire et non violent. Voilà. Alors moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à tout ce que vous avez dit les uns et les autres. La ministresse, c'est super ce que tu nous as dit. Vraiment, je trouve que c'est d'une très très belle qualité. Toi aussi, Bruno, bien sûr. Mais alors moi, je voudrais voir le CNT par le dessus de la marmite. Ça veut dire ça. Ça veut dire que aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère astrologique. Tout le monde le sait, c'est l'ère du Verseau. Et la tendance de cette ère, c'est de vouloir un monde nouveau, un monde purifié, un monde de vraies valeurs, un monde de vertu. Et je crois que le CNT s'inscrit dans ce chemin-là. Il fait partie du maillon de la chaîne. C'est-à-dire que j'ai remarqué, moi étant dans le mouvement, que bien des gens travaillent pour un monde nouveau, pas simplement pour le CNT. Le CNT est le moyen qui va leur permettre d'y arriver. Mais en réalité, ça va bien plus loin que ça. Le CNT est la base. Et c'est un miracle, le CNT. C'est quelque chose de beau. C'est sorti d'une tête qui a bien pensé et c'est pris par des gens qui sont convaincus que le chemin qu'ils suivent est le vrai chemin, le bon chemin. Voilà. Alors donc, je pense que cette marche d'escalier qu'on représente pour aller vers ce monde nouveau, eh bien, tous ceux qui font partie du CNT l'ont dans l'âme. C'est-à-dire, ils œuvrent pour aller vers ce monde nouveau. Ils sont dans cette mouvance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais apporter cette connaissance aux gens qui ne font pas partie du CNT. Mais le CNT est composé de gens hautement spiritualisés, de gens qui veulent vraiment que la vie change, qui veulent vraiment que l'homme soit respecté, que l'homme soit libre, qu'il ait vraiment le libre arbitre. Voilà. Voilà ce que c'est le CNT aussi, dans sa profondeur et dans son cœur. La souveraineté de l'homme sur lui-même. Voilà. Quand on parle de spiritualité, il ne s'agit pas de parler de religion ni quoi que ce soit, c'est simplement de pouvoir se projeter par rapport à l'existence de l'homme sur la planète et de se poser les bonnes questions. Qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous et qu'est-ce qu'on peut faire de notre avenir et comment développer toutes les capacités qu'on a en nous et qu'on n'a pas encore, que beaucoup de gens n'ont pas encore développées et qui permettent à la fois de mieux se contrôler et de contrôler sa vie et en même temps de pouvoir rêver, parce que c'est le propre de l'homme, c'est de pouvoir avoir une vision de l'avenir, de pouvoir rêver et surtout de pouvoir après concrétiser matériellement ce rêve par des actions qui permettent d'avancer dans le sens positif. C'est comme ça que la civilisation a avancé toujours depuis 1 million d'années que l'espèce humaine existe. On peut dire, Bruno, que la spiritualité commence au moment où l'homme se rend compte qu'il ne se résume pas à sa simple matière qui le compose. À partir du moment où il se rend compte que quelque chose le dépasse, lui permet d'aller au-delà de lui-même et de rencontrer autre chose que lui, qui fait partie de lui. C'est terrible, mais comme nous sommes une fractale de l'univers tout entier, il n'est pas étonnant de penser qu'on peut être en intercommunication avec l'univers tout entier et qu'on ne se résume pas à la fractale que nous sommes. Voilà. D'ailleurs, la civilisation actuelle occidentale devrait beaucoup plus s'inspirer de ce qui se fait dans la nature. D'ailleurs, elle le fait, elle commence à le faire de plus en plus, hein, parce que dans la nature, il n'y a pas de déchets, tout se recycle. Tout se recycle. Oui. Nous sommes en interaction. C'est aussi de la spiritualité de penser que nous sommes en interaction avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'en fait, on est en synergie, en interaction avec les arbres, avec les cailloux, avec les animaux. On fait un tout. Et si on réfléchit bien, on est et on mange la planète en naissant. On vient de la planète, on mange la planète et on meurt dans la planète. Et on retombe dans la planète. C'est-à-dire que c'est un échange permanent entre la planète et nous. On n'est pas différent d'elle.
On en fait partie. Voilà. Et C'est comme nous sommes la vie éternelle. Les gens croient que la vie est éternelle. Non, la vie commence par une inspiration, elle finit par une expiration. La vie est nourrie. Elle a besoin d'eau, elle a besoin d'air, elle a besoin de nourriture. Donc, elle ne peut pas être éternelle. Par contre, ce qui est éternel, c'est l'existence. C'est être. Ça, c'est éternel. Parce que l'existence fait partie de la conscience. Et la conscience est éternelle. Voilà. Exactement. Et les animaux ne sont pas des animaux, ce sont des personnes comme nous, parce qu'on a 99,9% de notre ADN qui est le même que celui du chimpanzé. Et donc, on se considère souvent comme une espèce à part, alors qu'on est une espèce animale comme les autres. Donc, pour moi, l'animal est une personne comme nous. Voilà. L'animal est un homme qui n'a pas encore évolué. Voilà. Oui, Je pense que le ministre a quelque chose à dire là, non? Oui, certains disent que les animaux ne parlent pas de peur d'être obligés de travailler. Et le pire, c'est que les animaux parlent. On sait maintenant que les animaux parlent, ils ont des langages très élaborés, et même des fois beaucoup plus élaborés que le langage humain. Parce qu'en plus, ils sont capables de capter des fréquences que nous, on ne capte pas. Ils sont capables de communiquer avec des méthodes que nous, on n'a pas. Quand on voit les animaux, effectivement, avec le langage corporel, déjà, ça joue énormément. Et si on pouvait déjà arriver à cela, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit l'intelligence collective, des dauphins ou des orques ou des baleines qui communiquent entre elles à des milliers de kilomètres de distance par le son, l'intelligence collective, elle n'existe pas que chez les humains. En tout cas, moi, j'ai une chatte qui est bavarde. Elle me raconte tout ce qu'elle fait la nuit. Hein. Le matin, quand elle me voit, elle me parle pendant au moins une demi-heure. Et peut-être la comprends-tu? Ah, pas du tout, malheureusement. Mais alors, tu vois, si toi, tu es capable de me l'expliquer, je suis preneur. Hein. Si tu peux je voudrais revenir sur oh, pardon, excuse-moi. Je voudrais revenir sur la loi qui fait que la vie est hyper abondante, prospère et intelligente. Alors, c'est la règle qu'on appelle la règle des 80-20. 80% du résultat sont fournis par 20% de l'effort. Alors, ce n'est pas la peine de ramer parce qu'au-delà de 20% de l'effort, nous dégradons notre résultat, voire nous cassons quelque chose ou la machine qui fournit le résultat. Au-delà de 20%, ce n'est pas la peine, mais en dessous de 20%, on obtient un truc qui est ni fait ni à faire. Donc, 20% de l'effort fournit 80% du résultat. Donc, si je réinjecte de mes 80% récoltés, si je réinjecte 20%, il me reste quand même 60% de pure récolte. C'est-à-dire, j'ai investi 20 centimes, j'en récolte 80, je réinvestis 20, et il m'en reste 60 en permanence. Ça, c'est la vie, c'est la loi qui permet à la vie de prospérer parce qu'il lui reste 60% qui sont divisés entre le paiement des dettes, par exemple, pour un budget, la provision prudente, la prudente réserve, et l'investissement sur l'avenir, la vie dans le présent, et le fait de pouvoir donner et recevoir librement le surplus à quiconque ça nous fait plaisir. Et puis aussi réserver, pourquoi pas, une petite partie pour la transcendance, à savoir s'offrir un livre qui nous permette de se relier à l'infini, etc. Alors, en permanence, la vie est faite pour fournir 60% sans plus d'efforts que 20% que nous pouvons réinjecter en permanence dans une machine qui prospère naturellement. Alors, tous les gens qui veulent nous opprimer connaissent cette loi-là. Alors, eux, ils se cassent pas. Eux, ils nous font bosser plus de 80% pour obtenir un résultat ridicule et pour ramer toute notre vie. Mais soyons bien conscients que 20% de l'effort fournit 80% du résultat, ce qui permet aux commissions de fonctionner, et je vous en donne l'explication. La première étape, le premier filtre, j'obtiens 80%. Je repasse une deuxième fois, il me reste 20% à traiter, je réinvestis 20% de l'effort et j'obtiens 16% parmi les 20% qui restaient, j'obtiens donc 16% du résultat final qui s'ajoute aux 80%, j'obtiens 96% au deuxième passage. Le troisième passage, j'obtiens 3,2% qui s'ajoute aux 96% et j'obtiens un résultat de 99,2%, c'est-à-dire une précision supérieure au centième. Donc les commissions, elles ont 3 critères de sélection: le volontariat,
pour œuvrer pour le bien public, l'exemption de conflits d'intérêts. Deuxième passage, on en élimine pas mal de gens qui auraient réfléchi uniquement pour leur intérêt. Et troisième passage, la bonne volonté de travailler ensemble avec, bien sûr, le procédé un tiers, un tiers, un tiers qu'on retrouve dans la règle des 80-20. Cette règle des 80-20 permet d'obtenir la précision et elle permet à la vie d'être prospère et abondante. Il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts que 20% de ce que nous pouvons faire, car c'est le rendement optimum de notre machine de fonctionnement. Voilà, j'en ai fini avec le... J'ai une question pour toi, Jean-Pierre. J'ai une question pour toi, Jean-Pierre. Est-ce que tu es d'accord avec cet idéal de vie qui serait 33% de travail, 33% de repos et 33% de plaisir? Alors, non seulement je suis d'accord, mais nous avons vu que 20% suffisent pour être largement à l'aise et pour réinvestir et pour que la vie soit prospère. Donc ça fait encore plus de repos, plus de plaisir. Je voudrais dire quelque chose à ministresse. Je sais pas, c'est quoi ton prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, excuse-moi. Ouais. Tu as dit quelque chose et je voudrais saisir ce que tu as dit pour préciser. Tu dis que les politiciens devraient connaître cette règle, ils ne s'en servent pas, ou alors il nous faut travailler 80%, c'est inutile. Oui, si on reste dans la logique de ce que tu expliques, tu as parfaitement raison. Sauf que je pense que ce n'est pas leur intérêt à eux. Eux, les 80% sont rentables pour eux parce qu'ils nous occupent dans la plupart de notre temps. C'est une façon qu'ils ont de nous oppresser. Voilà. Oui. Ils ne cherchent pas la rentabilité de ce que l'on fait. Ils cherchent la rentabilité du fait que nous sommes occupés. C'est rentable pour eux. S'ils savaient combien ces gens pouvaient être heureux en acceptant le bonheur de tous, ça leur changerait la donne, me semble-t-il. Oui, mais alors pour ça, il ne faut pas être politicien. Pour accepter le bonheur de tous, c'est pas possible. Alors, au niveau de l'intelligence, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je vais me permettre une parenthèse par rapport à ces gens dont tu parles, là, qui nous oppressent. C'est qu'on leur prête de l'intelligence, on dit c'est l'élite, ils sont intelligents, etc. Ben, moi, je vous prouve que non, par la réflexion suivante. Le genre d'intelligence qu'ils ont va les amener à l'impasse et à la destruction, soit de leur système, soit d'eux-mêmes. Alors, s'ils étaient intelligents, ils œuvreraient autrement. Ils œuvreraient pour le bien commun, pour l'élévation de l'esprit humain, pour la liberté et le bien-être de tous. Et là, ils seraient récompensés. Ils ne finiraient pas dans ce que je viens de dire. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi, Serge. L'élitisme et les grandes écoles ne font pas l'intelligence. Non. Parce que le système est sectaire. Le système est sectaire. Il formate les gens de cette élite à s'occuper en premier et d'abord et avant tout de leur propre intérêt et pas de l'intérêt de la population. Donc, Alors que c'est stupide, parce que quand on pense par exemple à la population mondiale qui augmente, ceux qui veulent réduire la population d'une manière, je dirais, génocidaire, se tirent une balle dans le pied. Parce que plus il y a de gens intelligents sur la planète, plus la population augmente, plus les nouvelles idées progressent. Et on a vu dans le passé que l'humanité a toujours réussi à se sortir des problèmes. Et si tous les pays qui sont pauvres, qui sont maintenus dans la pauvreté, s'enrichissaient correctement, eh bien, même pour les milliardaires, ça ferait plus d'une manière bêtement terre à terre, ça ferait plus de consommateurs. Alors on va dire oui, mais la planète peut pas supporter toute cette population parce que la planète est limitée. Mais c'est parce que c'est pas utilisé comme il faut. On n'utilise pas les méthodes écologiques, on détruit au lieu de construire, on produit des déchets au lieu de recycler, etc., etc. Il y a tout le système à revoir. Il n'y a pas que ça, Bruno. Il y a aussi on cite des chiffres, mais on a affaire à des élites qui ne font que nous tromper sur les chiffres. On dit qu'il y a 7 milliards d'individus en trop sur Terre, mais qui a compté? Bien sûr, et toute la population humaine réunie tiendrait sur un département français. Oui. Non, la planète a largement les moyens de nourrir tout ce beau monde, tout ce monde que nous sommes, à une condition. C'est qu'on la respecte, évidemment, qu'on retrouve les vrais liens qui nous unissent, et ça va tout changer. Bon, je vous laisse rêveur, là, c'est bon.
Oui, le j'étais but en de train de me demander l'intelligence. s'il y a trop de cellules dans un corps humain ou animal ou végétal. Y a-t-il trop de cellules? Non, il sait équilibrer lui-même son propre nombre de cellules. Et Et pour faire la vie plaisir, se débrouille elle-même, elle n'a pas besoin de dictateur. et pour faire plaisir à Macron, on a plus de protéines et de virus dans le corps que de cellules. Exactement. Alors, il va falloir partir en guerre à la fourchette, là, hein, parce qu'il va falloir en éliminer un paquet. Hein. Et moi, je suis pour dire que les politiciens divisent, et en divisant, eh bien, ils brident l'intelligence. Oui. D'ailleurs, en latin, diviser, ça se dit diabolos. Ah. Donc ça veut tout dire. Et en cherchant à nous diviser, peut-être nous ont-ils rassemblés. Alors, ont-ils obtenu le résultat souhaité? Je ne sais pas, mais un certain résultat. C'est sûr qu'en créant de l'apartheid, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les rues, il y a beaucoup de gens qui s'unissent. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, je dirais quand même que c'est bien de voir les gens qui, à l'unisson, eh ben, réclament la liberté. Oui, puis l'inconscient collectif existe. Quand on dit que les idées sont dans l'air, elles sont vraiment dans l'air parce que les êtres humains communiquent même d'une manière inconsciente les uns avec les autres. Et donc, quand le moment arrive d'avoir à changer de système, eh bien, le système change. Et quelquefois, ceux qui croient dominer les autres s'aperçoivent d'un seul coup qu'il y a une vague qui les submerge. C'est un petit peu ce qui s'est passé quand le mur de Berlin est tombé. En une journée, un système est tombé. Un système totalitaire est tombé. Et beaucoup de dictatures finissent comme ça. Quelle que soit la puissance des dictateurs, qui se croient toujours meilleurs que les autres, mais qui ne regardent pas dans l'histoire ce qui s'est passé avant eux. Parce que l'histoire se répète. Moi, je voudrais dire aussi que les dictateurs en question, il faudrait bien se méfier, parce que la liberté, ça ne se demande pas. Oui, et puis en même temps, on sait comment finissent les dictateurs. Il n'y a qu'à demander aux enfants de Ceausescu, par exemple. Alors j'espère de tout mon cœur que, quel que soit l'état dans lequel se soient mis certaines personnes, ils trouvent sur Terre, dans le monde des vivants mortels, un chemin de rétablissement. Beaucoup de gens, j'ai lu un texte de Pierre Botton qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui s'est fourvoyé avec les politiciens et qui a été arrêté. Il a écrit « Les magistrats m'ont sauvé la vie en m'arrêtant ». Il a réfléchi en prison, il s'est aperçu qu'il était tout seul. Je vous lirai ce texte un jour, mais je ne l'ai pas à portée de la main. Et il a réalisé non seulement qu'il était tout seul, mais que à l'intérieur de lui, il y avait un homme qu'il n'avait pas laissé s'exprimer. Et maintenant, il travaille, il paye sa dette. Pourquoi il s'est fourvoyé avec les politiciens? Parce qu'il croyait avoir des amis. Alors il leur offrait des voyages, des machins et des trucs évidemment qu'il volait à son entreprise. Enfin bref. Mais cet être-là a pris la décision un jour d'être un homme parce qu'il avait été arrêté par des magistrats et mis en prison. Et qu'il s'est aperçu qu'en fait, il croyait qu'il dirigeait le monde avec ses ficelles, mais c'était lui le pantin. Voilà. Et il a pris la décision d'être un homme. Alors, je le souhaite aux politiciens actuels. Eh bien, tiens, je vais m'adresser à vous directement. Ayez la simplicité d'être heureux. Ayez la simplicité de reconnaître. Je vous invite à avoir la simplicité de reconnaître les erreurs. Nous sommes bâtis avec nos erreurs à condition d'en accuser réception et d'en tirer le maximum de profit. Merci. Les épreuves sont des tremplins, à une condition, c'est ce que tu viens de dire, qu'on en ait conscience et qu'elles nous servent à se propulser plus haut. Voilà. Alors, quand vous imaginez sur 67 millions de Français, de Gaulois réfractaires, toutes les épreuves que toutes les personnes ont pu vivre dans le passé, et à partir du moment où ces personnes-là vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir se porter volontaires et participer à des commissions de gouvernement qui vont remplacer les ministres et participer même à la Cour suprême du peuple souverain, imaginez ce que ça peut donner comme résultat positif pour un peuple entier. C'est quelque chose d'énorme qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, ça fait peur des fois à certaines personnes quand on dit oui, mais à ce moment-là, la République n'existera plus. Qu'est-ce qu'on mettra à la place? Est-ce que ce sera l'anarchie? Non, pas du tout. Ce sera un système totalement construit qui a été prévu, calculé. Imaginez
par l'intelligence collective du CNT, qui peut montrer qu'au-delà de la République, il y a des formes de démocratie encore plus justes, bien plus justes que ce qu'on nous a fait croire depuis 200 ans, comme quoi la République, c'était la meilleure forme de démocratie. Non, voilà, il y a une vraie forme de démocratie qui rejoint la démosophie, justement, qui est de donner le pouvoir au peuple et que ce soit le peuple lui-même qui s'auto-gouverne sans avoir besoin d'intermédiaires. Et qui est maintenant totalement possible parce que les gens sont informés. Les gens sont informés. À l'époque de 1789, c'est un petit groupe de 1000 ou 2000 personnes qui ont fait la révolution, parce que les paysans dans leur campagne, c'est pas eux qui ont fait la révolution, ils n'étaient pas informés, ils n'allaient même pas à l'école. Alors, la démocratie dont tu parles, Bruno, la République, il y a longtemps qu'elle ne nous la donne plus, puisque le référendum qui disait non à l'Europe est passé à la trappe. La démocratie n'existe plus. Ça n'existe plus. On n'a pas de démocratie. Et d'ailleurs, tous les jours, nous enlève un peu de liberté. Tous les jours que Dieu fait, nous enlève de la liberté. Alors, si les gens ne voient pas ça, c'est dommage, parce que c'est quand même absolument visible. On n'a plus le droit de respirer, on n'a plus le droit de rien. Maintenant, tu veux te vacciner, tu y vas, c'est bien, mais tu veux pas, tu y vas pas, tu es presque menacé de prison. Où est la démocratie, là? Une des preuves principales que tous les candidats qui se présentent actuellement aux élections présidentielles ne veulent surtout pas changer le système et ne pensent qu'à leur intérêt, c'est que tous ceux qui ont dit, parce que ça a été dit, que le référendum de 2005 n'a pas été respecté en 2008, n'ont jamais été jusqu'à dire que la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution n'étaient pas respectées et que donc la République était morte. Jamais ils ont été jusque-là. Ils ont dit que c'était une forfaiture, ils ont dit que c'était pas normal, ils ont dit plein de choses, mais ils n'ont pas dit que c'était aussi grave que c'est. Parce que c'est grave, parce que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme n'a pas été respecté. Et ça, c'est tout peuple dont la volonté n'est pas respectée n'a plus de constitution. C'est clair et net. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, contrairement à ce que certains ont pu dire, ça a été confirmé d'ailleurs en 1971 par le Conseil constitutionnel. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le pilier principal de notre bloc constitutionnel. C'est la loi des lois. Et ça, c'est très important parce que la France est pratiquement le seul pays au monde à avoir bâti toute sa civilisation depuis 200 ans sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui est totalement bafouée aujourd'hui. Exactement. L'intelligence collective, une arme pour un nouveau paradigme, pour un avenir meilleur, c'est ce que nous développons au Conseil national de transition. Merci à nos intervenants de ce soir, merci Serge, merci Jean-Pierre, merci à Bruno également. Excellente soirée, notre prochain rendez-vous ce sera mercredi à partir de 20h30. Merci à vous tous et toutes de nous avoir entendus, merci à chacun et à chacune. Merci à tous les auditeurs, merci à tout le monde.